impeccable. Excusez-nous pour un petit problème technique, histoire de lancer tout. Donc, je vous remercie d'être présent à cette conférence sur optimiser le potentiel de votre infrastructure IT avec une plateforme ouverte de gestion des API. Pour cette présentation, nous serons deux. Je serai accompagné de Yvan Charbonnier, IT architecte au SIG, et il y aura moi-même, Dorian Rougier, expert API Management à SmartWeb. Alors, durant cette présentation, nous allons parler de comment les SIG sont entrés dans l'ère digitale et ont commencé à digitaliser leurs services pour leurs partenaires. Niveau digitalisation et modernisation des offres des entreprises, pourquoi est-ce que les entreprises font ça? Généralement, c'est soit pour partager des données avec leurs partenaires, soit avoir une utilisation de leurs services à l'extérieur de leur entreprise, mais pour leurs employés, avoir une nouvelle source de revenus, ou encore améliorer la vie de leurs utilisateurs. Donc, nous allons voir quel est le use case pour SIG et comment ils ont mis en place ceci. Alors, SmartWeb a participé à ce projet pour aider les SIG à mettre en place cette plateforme d'API Management. SmartWeb, nous sommes une société suisse depuis 20 ans, basée à Genève, avec une 60aine de collaborateurs. Et nous aidons donc les entreprises à mettre en place des solutions ou à supporter l'évolution des plateformes qu'ils ont mis en place, ou aussi bien à les aider s'ils ont besoin de ressources humaines pour développer les projets. Maintenant, Yvan, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a travaillé avec les SIG et Yvan va vous présenter les SIG. Ok, merci Dorian pour cette introduction. Je rappelle à tous les participants qui peuvent bien entendu nous poser des questions à travers le chat. On ne manquera pas de répondre aux questions à la fin s'il nous reste du temps. Alors, les services industriels SIG, donc c'est les services industriels de Genève, comme peut-être beaucoup le connaissent déjà, elle a une mission de service public, notamment dans l'exploitation et le développement des réseaux, d'énergie, d'eau, de fibre optique, de déchets. Donc, on a pas mal d'activités. C'est une entreprise d'environ 1600 employés. Il y a pas mal de métiers différents. Donc, l'objectif est de fournir en fait un service de haute qualité et de développer des solutions qui sont fiables, innovantes et qui sont soucieuses de l'environnement. Dans nos activités, on a une partie de nos activités qui sont des activités de service public et d'autres qui sont des activités, on va dire, plus classiques. Donc, on essaye d'avoir le même niveau de service sur ces deux activités. Parmi les challenges actuels, en fait, SIG est au cœur de la transformation du canton, tant d'un point de vue de la transformation numérique que la transition énergétique. Au regard de ce rôle central, il est un acteur clé du déploiement et du développement de la Smart City genevoise. Et elle a donc une position par rapport aux services numériques qui est beaucoup plus marquée ces derniers temps. Pour bien vous faire comprendre l'évolution en fait, et la mise en place de cette gestion d'API, d'API management, c'est intéressant, je pense, de vous faire un petit point sur la situation initiale, donc, qui est maintenant qui a 3 ans. Donc, on avait des drivers d'architecture qui étaient vraiment orientés autour d'une architecture en couche, SOA, avec une technologie SOAP qui était massivement utilisée. Et au niveau de la sécurité, on avait des protocoles de sécurité qui étaient assez variés. L'architecture en couche, elle était assez classique avec des couches de présentation, des couches fonctionnelles, des couches d'accès aux données. L'intégration entre les différents services, les différentes applications, les différents back-ends, ça faisait de manière assez exclusivement de point à point, avec la problématique de connaître en fait et les endpoints, les contrats et la sécurité de chacun des services, donc créer de la complexité dans les développements.
Le déploiement des services était vraiment manuel. Et avec l'arrivée de la Smart City, on a eu des use cases IoT qui ont qui ont émergé et la gestion de la partie machine to machine, est devenue aussi un enjeu, important dans le fonctionnement de notre IT. Les raisons pour lesquelles on a eu besoin de changer, on a eu envie de changer, donc on avait on va dire des éléments qui nous empêchaient d'aller vers le futur, notamment, sur le monde des mobiles avec tout ce qui est SOA, AWS sécurité qui est mal adapté. La réutilisation des services, en fait, on s'est rendu compte que petit à petit, que certaines parties des services fonctionnels étaient réutilisables, donc beaucoup de réécriture. Au niveau des services, on avait aussi par contre des opportunités qu'on envisageait. C'était une normalisation de nos pratiques autour des API, et puis de pouvoir contrôler de manière beaucoup plus, fine, notre approche open data, et de pouvoir avoir un contrôle précis sur qu'est-ce qu'on met à disposition et à qui. La partie monitoring était effectivement aussi un challenge pour nous. Donc, avec ces process d'intégration point à point, notamment, on avait assez peu de visibilité sur qui utilisait quel service. Et bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité des back-ends, en fait, devait connaître, les spécificités des autres, pour, être capable d'interagir avec. La contrepartie de ça, c'était de faire de la documentation et en fait, la documentation de ces API et de ces différents services, en fait, doit être maintenue et est relativement fastidieuse, heu, tout comme le déploiement, en fait, qui ne nous permet pas de mettre à disposition très rapidement de nouvelles API. Au niveau de la sécurité, en toute transparence, on n'avait pas de sécurité très homogène et parfois, ben, pour résoudre la problématique de la sécurité, ben, on l'enlevait, sur certains services, si, si elle était trop contraignante. L'idée aussi, c'était de gagner en traçabilité sur les accès. Le projet, de mise en place de cette, couche d'API, management au niveau des CIG, en fait, a été en fait une assez longue histoire. Elle a commencé, en fin 2017 avec, une première initiative qui a été de faire une formation, donc avec SmartWave, sur on va dire sur les technologies de sécurisation, les technologies modernes. Le but, c'était vraiment d'aligner toutes les parties prenantes au niveau des services industriels sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire, avoir la même nomenclature, de parler la même chose quand on parlait ensemble. Donc ça a été une première initiative qui, à mon avis, était quelque chose d'important pour le succès de la mise en place de cet API management. La deuxième partie, ça a été de travailler sur, la définition d'une architecture, où c'est qu'on la mettait, qu'est-ce qu'on attendait de l'API Gateway, comment est-ce qu'on allait la mettre en place. Ça, c'était la deuxième partie. Le choix d'un éditeur, pour trouver une solution et ensuite on a décidé quand même de prototyper notre choix, avec une phase de POC. Pendant cette phase de POC, on a vraiment validé, la faisabilité ou en tout cas la facilité qu'on avait de déployer des API sur lesquels les tokens d'identification, qui étaient fournis par Azure, qui est notre IDP, externe, heu, pouvaient, heu, pouvaient fonctionner. Et on a aussi, essayé une autre use case qui était, la possibilité de pouvoir passer d'un protocole REST ou REST-like vers en protocole SOAP pour voir si on avait possibilité, sans de réécriture, de d'exposer certains services, à des mobiles, par exemple. Donc ces 2 points ont été validés et de manière concluante et on a décidé ensuite de déployer, la l'API management, de manière complète. Donc là, 2 phases, 3 phases, je dirais. La première phase, c'était le déploiement dans un environnement non productif par SmartWave avec une documentation, claire des processus en supervision des équipes SIG. Ensuite, on a les administrateurs SIG, qui sont partis en formation, directement, chez l'éditeur
pour être en mesure de prendre la main sur cette plateforme. Et pour finir, on a fait le déploiement au niveau des SIG par SIG avec la documentation et la supervision de SmartWay. Merci Yvan. Donc moi, je vais vous présenter l'architecture qui a été mise en place lors de ce projet. Donc, on a mis en place une API management pour l'utilisation externe, donc pour l'utilisation des applications externes pour pouvoir développer les services à l'extérieur des SIG. Pour cela, donc, on a passé une API management en DMZ avec toujours l'utilisation du firewall, puisque le firewall va permettre de gérer de manière tous les flux qui rentrent, pour tout ce qui est denial of service, etc. Et après, pour la gestion micro, de la sécurité pour les API, c'est l'API manager qui va arriver, qui va gérer ce rôle-là. Donc, le API manager va se retrouver donc à cet endroit-là en DMZ et il va appeler après tous les services en interne dont on a besoin pour exposer en externe. Donc, par exemple, dans l'architecture qu'on avait là, on avait un client pour gérer les emménagements et les déménagements des locataires qui va appeler l'API manager avec une API key qui va après propager le contexte du client, puisque ça peut être différentes régies immobilières, jusqu'au back-end de l'entreprise. On peut très bien aussi avoir, ce qu'on avait prévu également en second temps, un client qui peut être authentifié sur Azure. En lui passant la clé, l'API manager va vérifier cette clé et va pareil réutiliser les services internes de l'entreprise. Donc ça, c'était la mise en place de l'architecture. En même temps, de cette architecture et des discussions qu'on a eues au départ, c'est aussi de prévoir les flux de sécurité. Donc ça, c'est un exemple de flux de sécurité qu'on a mis en place. Donc c'est celui avec l'API Key, avec les régies immobilières qui appellent les API d'emménagement et de déménagement. L'API management va donc valider que le gestionnaire a bien les droits d'accéder à cette API. Si tout est OK, il va poursuivre son chemin au travers du réseau SIG jusqu'au back-end pour faire l'emménagement, déménagement. Sinon, il sera refusé. Alors, pour réaliser cette plateforme d'API Management, les SIG ont choisi la plateforme qui est Axway API Management. Donc, Axway, c'est un éditeur qui est un des leaders du domaine de l'API Management. Le Gartner, en 2019, l'avait positionné comme un des leaders. Et le Forrester, en 2020, l'a également positionné comme un leader. Donc, ils ont une plateforme un peu globale, très globale sur la gestion des API et qui peut réaliser toute la gestion de l'API management, des API qu'on souhaite pour une plateforme d'API management. C'est-à-dire, une fois qu'on a créé son API, qu'on a été créé le contrat de service, on peut, à travers la plateforme, uploader ce contrat, lui assigner des politiques de sécurité qu'on veut avoir pour cette API, la publier pour la rendre disponible à tout à chacun, granter cette API pour la faire voir à différentes personnes dans différentes organisations. Donc, ça permet de limiter la visibilité quand on est en externe pour certains clients ou pour la rendre visible pour d'autres clients. On aura donc dans ce cas-là un portail après pour les clients pour qu'ils puissent voir cette API. Et bien sûr, après, on a tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire qu'on aura la visibilité dans comment est utilisée cette API, en termes de statistiques et également en termes de trafic pour vérifier que tout se passe correctement. Donc, la première API qui a été mise en place au SIG, c'est l'API de emménagement et déménagement. Cette API a été créée pour toutes les régies immobilières pour les locataires. Donc, aujourd'hui, les régies immobilières font l'emménagement et déménagement des services SIG. Il y en a à peu près 72 000 par an, dont 8 000 faits de manière électronique. Donc, électronique, pour le faire, les régies immobilières peuvent le faire par email, par téléphone, par des formulaires. Donc, l'idée, c'était de rendre ça un peu plus automatisé. Donc, on a fait un partenariat, on a discuté avec Quorum, qui est un spécialiste de l'ERP pour la région immobilière en Suisse, pour qu'ils intègrent cette API d'emménagement, de déménagement. Donc, Quorum a fait le développement à l'intérieur de l'ERP, l'a mis à disposition dans les régies immobilières. Et à partir de ce moment-là, les régies immobilières devaient juste aller sur la plateforme SIG Partner pour récupérer leur API key, la renseigner dans Quorum, et Quorum allait appeler directement les API internes au SIG. Et internes à SIG ont validé que la régie immobilière qui appelait avait le droit d'emménager et déménager pour l'adresse spécifique qu'ils demandaient, en fait.
Donc, ça a permis d'automatiser et de limiter les nombres d'enquêtes qui sont faites si jamais il y avait des soucis d'emménagement, déménagement. À partir de là, Yvan va maintenant vous présenter un peu les bénéfices de la mise en place de cette solution d'API Management. Merci. Donc, effectivement, la mise en place de cet API Management a apporté immédiatement des bénéfices à SIG. Donc, en plus de déploiement de cette première API, on a vu immédiatement une couche de monitoring qui nous a permis de comprendre et de voir ce qui se passait euh, au niveau de nos appels et au niveau de nos services. Un point aussi qu'on a remarqué très rapidement, on le savait, mais quand on a commencé à le pratiquer, ça a été quelque chose qui est venu immédiatement, c'est le découpler l'exposition front de l'évolution du back-end. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été en mesure de pouvoir déplacer nos services sur d'autres serveurs en interne, évoluer notre infrastructure interne, sans avoir besoin de changer les configurations au niveau des clients. On a aussi eu la possibilité de mettre à disposition, à travers l'API Management, une API de test sur lequel nos partenaires et les clients pouvaient faire des appels et recevoir en fait des réponses euh, considérées comme valides par SIG, donc avoir une espèce de sandbox sur lesquels les partenaires et les clients pouvaient appeler les API et avoir des réponses, on va dire, certifiées par SIG comme étant les bonnes. Donc ça, c'est un élément qui a été assez important. Ça nous a permis aussi d'envisager le versionning et la déprécation des API, faire évoluer sur la base d'éventuellement demandes de certains clients, faire évoluer notre API sans avoir besoin de faire changer tous les clients en même temps. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez important. D'autre part, on a toute la partie de la documentation des API, étant donné qu'on déploie les API à travers en Swagger, on a immédiatement en fait gagné en visibilité sur cette documentation-là. Ça a permis d'accompagner aussi le changement chez les architectes de solutions pour qu'ils prennent conscience en fait que le design de la partie API était importante, donc elle devait être aussi documentée, euh, et que la qualité de l'API garantissait sa réutilisabilité et son homogénéité entre les différents services. Donc ça, c'était important, étant donné qu'il fallait exposer en Swagger, il fallait donc réfléchir à cette problématique-là. Dans notre côté, on allait aussi avoir des rôles qui étaient beaucoup plus clairs au niveau des éléments de réseau, notamment entre la responsabilité de sécurité du WAF et de l'API Management, comme l'a dit Dorian tout à l'heure. Le WAF avait une sécurité qu'on a pu rendre moins granulaire parce que la sécurité des API en fait, était carrément prise en charge par la partie API Management. Comme tout projet, il y a des choses qui ça s'est plutôt bien passé. Il y a des choses qu'on aurait peut-être fait autrement ou qu'on mettrait en avant la prochaine fois ou sur un autre projet du même style. La première leçon, c'est d'intégrer la partie de la gouvernance vraiment en amont dans le projet. Le but étant d'être très clair sur les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes et aussi des différents éléments de sécurité, justement entre le WAF, l'API, et édicter un certain nombre de bonnes pratiques autour de l'utilisation de cette API Gateway. On l'a fait de manière un peu trop light, si bien que encore aujourd'hui, certaines API externes qui ont été mises en place, disons, dans le courant de l'année dernière, ont passé à côté de l'API Management, et ça, c'est clairement un manque de gouvernance. Le deuxième point très important, c'est vraiment d'avoir une liste de projets qui sont identifiés et pour lesquels on mettra immédiatement les API dans l'API Gateway. Le but étant de forcer l'acceptation, ou en tout cas de promouvoir l'acceptation de la plateforme le plus rapidement possible,
Alors nous, vous avez vu les dates, hein, on a quand même eu une dernière année qui était un petit peu compliquée pour mettre en place des nouveaux projets comme ça, et on a eu peu d'API qui ont été déployés en production sur cette plateforme-là. On est en train de reprendre maintenant le rythme de croisière, mais s'il y a bien un élément qui est important, c'est d'avoir des projets qui se déploient sur cet API management et qu'elles deviennent un élément central. La suite, fort de ce succès-là, on a vu la valeur ajoutée de l'API management. On a décidé de déployer une API management interne. Le but étant d'avoir une visibilité claire de nos services internes, de pouvoir pour le coup standardiser la sécurité sur l'ensemble de nos services. Le but étant de simplifier les back-ends en termes de sécurité et faire en sorte qu'ils aient qu'un protocole d'authentification et de sécurité à gérer. Ça nous permet aussi d'avoir une séparation un peu plus forte entre la DMZ et nos services internes, sachant que pour l'instant, comme vous avez vu sur l'architecture que Dorian a présentée, l'API management externe appelle directement nos back-ends. Cette couche d'API management interne permettrait de faire un rebond sur une API interne et pour le coup ne plus exposer directement nos services back-end dans la DMZ. Le dernier point, évidemment, la documentation des API, avec tout ce que ça peut impliquer, notamment avec les outils de test qui sont fournis avec ces API management. Dans les points qu'on va aussi développer, c'est la formalisation de la gouvernance, évidemment. Comme je l'ai dit, il faut qu'on rattrape aussi cette lacune, ou en tout cas ce manque de formalisation pour que cet API management devienne central. Il y a un certain nombre d'éléments. Donc là, on a identifié le WebSocket comme étant aussi un protocole qu'on doit faire passer à travers l'API Gateway, mais il y a aussi toute la problématique GraphQL qui sont, en tout cas pour SIG, émergentes, pour lesquelles il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on met en place dans l'API Gateway la gestion de ces flux. La mise en place du CI/CD de manière systématique pour le déploiement et la maintenance des API. Et puis le dernier point, qui est plus une conduite du changement assez importante, c'est de passer, on va dire, d'un développement API-based, où on crée une API pour un service, à une logique beaucoup plus API-first, où en fait on définit quels sont les services et quelle est la structure du service qu'on veut mettre à disposition, et faire en sorte que le développeur implémente ce service-là et pas le contraire. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important et ce qui va favoriser de manière assez massive la réutilisation des services. Donc Dorian, tu peux nous présenter peut-être l'architecture telle qu'on l'envisage pour la partie API management interne? Oui, tout à fait. Donc, on va finir par l'architecture interne avant la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions après, vous pouvez commencer à les écrire dans la petite fenêtre qui est dédiée. Donc, pour finir un peu cette présentation, je vais vous présenter l'architecture que nous allons mettre en place pour l'interne. Donc, on avait déjà notre API management en DMZ qui était accessible par les clients externes. Et donc, on a voulu mettre une API management interne pour gérer également l'utilisation des API en interne. Donc, comme le disait Yvan, pour pouvoir réduire la surface d'attaque, puisque aujourd'hui, la DMZ attaque directement les backends, l'API management externe ne va pas passer par l'API management interne, qui, elle, va accéder à tous les backends. Maintenant, les backends ne seront plus accessibles directement par l'API management externe, mais directement par l'API management qui est en interne. Et les applications internes, eux, elles, accéderont directement à l'API management interne pour accéder au backend. Donc, ça va permettre d'avoir un peu une homogénéité de tout ça, d'avoir des statistiques d'utilisation depuis l'API management interne sur tout ce qui est utilisé en interne, et l'externe, on aura aussi, mais à travers l'interne, en fait. Donc, ça va bien découpler tout ça et d'avoir un catalogue de services global interne au SIG. Et au niveau après de tout ce qui est identity provider, donc de tout ce qui est identifiant, connexion, etc., on aura une couche d'identity provider globale à tout ça, qui va nous permettre donc, pour les applications internes qui veulent utiliser l'API, d'avoir des tokens, ou que les personnes puissent se loguer à travers cette identity provider.
Et il y aura un passage de contexte, donc avec l'information d'utilisateur jusqu'au back-end. Les back-ends seront tous sécurisés et sauront qui a appelé l'API. Donc, on aura en plus l'utilisateur qui aura fait cela. On aura la même chose depuis l'externe. Sauf de l'externe, on aura l'identité de la personne qui va être transmise sur chaque couche pour être envoyée jusqu'au back-end. Donc, ça fera une intégration globale et une visibilité globale de tout ce qui est catalogue. Donc, voilà les prochaines étapes de l'installation. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Je remercie Yvan d'avoir été présent pour présenter comment ça s'est passé cette digitalisation. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les écrire dans la petite fenêtre et on pourra y répondre. Alors, j'ai déjà une première question qui est, pour vous, quelle est la différence entre les cas d'usage? Est-ce que c'est les mêmes cas d'usage sur l'API management interne et l'API management externe? Bah écoute, c'est une excellente question. Alors, je ne sais pas si on voit que quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas de son. J'espère que le son est revenu. Donc les cas d'usage sont pour moi sont différents. Donc même si certains vont être les mêmes, mais ce qu'on va attendre de l'API management externe, c'est vraiment une logique un peu de fail fast, vraiment un moyen de couper le flux le plus tôt possible, éviter d'avoir besoin de traiter des demandes qui arriveraient depuis l'extérieur, si on sait déjà qu'elles ne seront pas traitées. Ça nous permet aussi, au niveau de l'API management externe, de gérer le flux avec éventuellement un nombre de calls par seconde autorisé pour éviter de submerger nos services back-end. Ces use cases-là sont évidemment pas ceux qu'on veut mettre en place au niveau de l'API management interne. L'API management interne, pour nous, enfin, selon notre visibilité, c'est d'abord du monitoring pour avoir une visibilité claire des interactions qu'il y a entre les différents services, entre les différentes applications et les services aussi, et aussi une homogénéisation claire de la partie de l'authentification et de l'identification, et diminuer la complexité de développement au niveau des back-ends et plus être en mesure de devoir supporter plusieurs IDP dans cette structure-là. Par exemple, le fait d'avoir cette double architecture nous permet, par exemple, de pouvoir déployer des services qui utiliseraient un IDP, on va dire, cloud, comme Facebook ou LinkedIn ou autre, et d'avoir seulement à gérer cette problématique au niveau de l'API management externe, ce serait complètement transparent pour les services internes. Alors, j'ai une deuxième question également qui est, on a vu dans vos architectures qu'il y avait des identity providers. Est-ce que c'est important de mettre en place un identity provider avant la mise en place de l'API management ou est-ce qu'on peut faire l'inverse? Alors peut-être tu vas répondre, Dorian? Oui, je vais répondre. Alors effectivement, on voit qu'il y a une couche d'identité qu'on met en place. Après, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. En gros, si vous n'avez pas d'utilisateur, si c'est des batchs ou des process qui vont utiliser vos API en premier lieu, effectivement, vous pouvez placer l'API management et avoir vos batchs qui vont récupérer un token pour utiliser ou une API key pour utiliser cette API management. C'est ce qui avait été fait en premier lieu sur l'API d'emménagement ou de déménagement. Mais à partir du moment où vous voulez gérer des utilisateurs, que sur les back-ends, ça soit l'identité de l'utilisateur qui arrive jusqu'au back-end pour définir s'il a le droit, s'il a les autorisations pour accéder à la donnée, c'est vraiment important de faire ce travail en amont, de dire où est mon user store, comment je gère mes identités de mes personnes et de les mettre en place. Alors, comme l'a si bien dit tout à l'heure Yvan, on peut avoir un identity provider pour l'interne. Généralement, ça sera la liste des employés. Et après, pour les cas externes,
on peut avoir du multi-identity provider, par exemple du Facebook, du Google, etc. Si on souhaite s'ouvrir à une communauté un peu plus grande de personnes, ou si on ne veut pas utiliser un user store spécifique pour les externes. Après, dans le cas où c'est des clients qui sont gérés à l'extérieur, généralement, on peut avoir un deuxième user store à bien définir, qui sera la base des clients de l'entreprise pour qu'ils puissent se connecter et pour qu'on puisse les identifier pour bien montrer les informations qu'ils ont le droit de voir et pas les montrer à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'avec l'utilisation de l'API management, on arrête un peu tout ce qui était utilisation de user technique pour vraiment passer le contexte à travers des tokens de bout en bout pour sécuriser les données et autoriser les informations qu'on va faire voir aux personnes par rapport à ce qu'ils ont droit dans le système. Peut-être encore une dernière question, Dorian. Est-ce que l'architecture API management interne-externe peut avoir une valeur ajoutée, notamment en cas d'attaque à travers le WAF? Est-ce que ça peut jouer un rôle? Alors, effectivement, oui, c'était une très bonne question. L'avantage d'avoir deux API management et de plus que tout repasse par l'API management interne, c'est en cas d'attaque, donc si on se fait attaquer, donc ça veut dire que l'attaquant a réussi à traverser le WAF, il va arriver d'abord sur la DMZ puisque c'est celle qui est en premier champ de bataille, qui est la première à être compromise. Dans ce cas-là, on peut couper tout, on peut fermer tous les accès depuis la DMZ à l'API management interne, et dans ce cas-là, on va garder l'utilisation des services internes. La problématique, c'est si on n'avait pas fait des rebonds, que la DMZ pouvait attaquer directement les backends, on aurait pu être compromis. Et de plus, c'est-à-dire qu'il y a les clés qui permettent les tokens qui sont signés en DMZ sont vérifiés en backend. C'est-à-dire que quelqu'un peut récupérer un token qui a été signé, avoir la signature, le certificat, et pouvoir utiliser le backend. Le fait de découpler ça, on va bien sûr utiliser des clés de signature différentes entre la DMZ et l'interne, et les backends ne vont reconnaître que les clés internes, pas celles de DMZ. C'est pour ça qu'on a un rebond, pour diminuer effectivement l'attaque et de pouvoir couper un système, donc le système DMZ, et continuer à ce que les internes puissent travailler. Excellent, merci. On arrive à la fin de la présentation. Alors, merci de votre participation et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée.